bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction au royaume de Kouch. Le royaume de Kouch s'étendait sur une vaste région située au sud de l'Égypte ancienne, englobant ce que nous connaissons aujourd'hui comme une partie du Soudan moderne. Cette terre, baignée par les eaux du Nil, était un carrefour essentiel entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. L'histoire de Kouch remonte à plusieurs millénaires avant notre ère. Et pourtant, cette civilisation reste largement méconnue, souvent éclipsée par la renommée des pharaons égyptiens. Les origines du royaume sont intimement liées à la rive sud du Nil, dans une zone fertile où se développa une société complexe. Dès le 3e millénaire avant notre ère, les habitants de Kouch établissaient des villages organisés, fondant les bases d'un royaume puissant. Ces communautés tiraient leur subsistance d'une agriculture bien développée, s'appuyant sur les crues régulières du Nil pour cultiver le blé, l'orge et d'autres céréales, tout en élevant du bétail et en pêchant les richesses du fleuve. Kouch se distingue par son interaction unique avec l'Égypte voisine. Pendant plusieurs siècles, ces deux puissances coexistaient, commerçaient et parfois s'affrontaient. Les relations allaient bien au-delà du simple échange. La culture kouchite influençait les pratiques religieuses, artistiques et architecturales locales. Cette symbiose prit une forme remarquable lorsque des rois kouchites accédèrent au trône d'Égypte, donnant naissance à ce que les historiens appellent la dynastie des pharaons noirs. Ce phénomène illustre la grandeur et la richesse de Kouch. Au seuil du 1er millénaire avant notre ère, les souverains kouchites réussirent à imposer leur domination sur toute la vallée du Nil, du sud au nord, rassemblant sous leur autorité un empire vaste et prospère. Les preuves archéologiques révèlent des capitales fortifiées, comme Napata et Méroé, où s'élevaient des palais, des temples, ainsi que des pyramides caractéristiques, bien que différentes de celles d'Égypte. La société kouchite se caractérisait par un système politique sophistiqué, avec un roi régnant sur un réseau de chefs locaux et de prêtres. La religion jouait un rôle central. Elle mêlait des croyances héritées de l'Égypte ancienne et des cultes autochtones, illustrant une identité culturelle profondément enracinée. Parmi les divinités majeures figurait Ammon, vénéré à Napata, symbolisant la continuité des traditions religieuses égyptiennes réinterprétées dans un contexte africain. L'art kouchite se manifeste par des sculptures, des reliefs et des objets en or ou en ivoire, témoignant d'un savoir-faire exceptionnel. Les artisans kouchites maîtrisaient également la métallurgie du fer, une avancée technique remarquable pour l'époque qui leur procurait une supériorité militaire et économique. Cette industrie florissante permit à Kouch de contrôler les routes commerciales reliant l'Afrique intérieure au bassin méditerranéen. Malgré sa puissance, Kouch fut confronté à de nombreux défis. Les conflits avec les empires voisins, les pressions climatiques et les changements géopolitiques affectèrent sa stabilité. Cependant, sa culture réussit à perdurer, adaptant ses institutions et ses croyances aux évolutions du temps. Ainsi, l'héritage kouchite influence encore aujourd'hui l'histoire africaine ancienne, offrant une perspective précieuse sur les civilisations du continent. La compréhension contemporaine de Kouch s'appuie sur les fouilles archéologiques menées depuis le XIXe siècle. Ces recherches ont mis au jour des stèles, des objets rituels et des vestiges architecturaux, révélant une civilisation dense et structurée. Les découvertes ont également permis de clarifier la chronologie des souverains kouchites et de mieux saisir leur rôle dans l'histoire globale de l'Afrique et du Proche-Orient. Peu à peu, les chercheurs ont redonné à Kouch la place qu'il mérite dans la mémoire collective. Cette reconnaissance ouvre de nouvelles pistes pour explorer les échanges culturels entre l'Afrique et les autres continents de l'Antiquité. Elle invite aussi à reconsidérer les récits traditionnels centrés uniquement sur les grandes civilisations du bassin méditerranéen, en intégrant les réalités complexes du continent africain. L'histoire du royaume de Kouch témoigne d'une richesse méconnue, d'une civilisation qui mêle innovation, tradition et un sens profond de l'identité. Son étude offre des clés pour mieux comprendre la diversité historique et culturelle de l'Afrique ancienne. Par cette exploration,
nous découvrons que Kush fut bien plus qu'un simple voisin de l'Égypte. Il fut un acteur majeur, capable de rivaliser avec les plus grands empires de son temps. Alors que nous préparons à explorer les figures emblématiques des pharaons noirs et à approfondir la dimension spirituelle et politique de ce royaume, il est essentiel de garder à l'esprit ce contexte géographique et historique. Ces fondations nous permettront d'apprécier pleinement la complexité de Kush et ses apports à l'histoire universelle. La suite de notre voyage dans le temps débutera ainsi avec les premiers souverains qui ont marqué cette civilisation fascinante. Origine et fondation de Kush. Le royaume de Kush tire ses origines d'une région immense, située au cœur de l'Afrique, qui s'étendait sur ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Soudan et les rives du Nil. Dès le tout début, cette terre fut habitée par des populations diverses, dont les modes de vie étaient intimement liés au cycle du fleuve et aux richesses naturelles environnantes. La configuration géographique a joué un rôle fondamental dans l'essor de cette civilisation, faisant de Kush un carrefour entre l'Afrique subsaharienne et l'Égypte. Les premières traces archéologiques attestent que les habitants de cette région pratiquaient l'agriculture et l'élevage dès environ 5000 ans avant notre ère. Ces sociétés se développèrent peu à peu autour de villages disséminés, où la hiérarchie restait simple, organisée autour de la famille et des clans. Cette phase préparatoire s'inscrit dans une longue évolution qui précéda l'apparition d'une structure politique unifiée. Progressivement, sous l'influence des échanges avec l'Égypte antique, les communautés de Kush commencèrent à adopter des pratiques culturelles et religieuses complexes. L'écriture et les arts se développèrent avec des symboles inspirés également de leurs voisins du Nord. La religion occupait une place centrale dans leur organisation sociale, avec un panthéon riche de divinités protectrices liées à la nature et à la royauté. Dans ce contexte se dessina l'émergence des premiers dirigeants, souvent perçus comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes, incarnant à la fois la puissance politique et spirituelle. L'histoire ancienne de Kush nous transmet le souvenir de souverains tels que Kashta et Pianki, dont les règnes symbolisent le premier âge d'or du royaume. Ces rois réussirent à étendre leur influence grâce à des alliances stratégiques et des campagnes militaires. L'adoption progressive des codes et rituels égyptiens renforça la légitimité des rois de Kush. Néanmoins, le royaume conserva une identité propre, marquée par des particularités architecturales, notamment les pyramides nubiennes, plus aiguës et moins vastes que celles des pharaons égyptiens, mais tout aussi impressionnantes dans leurs fonctions funéraires et symboliques. Ces constructions témoignent du savoir-faire et des croyances d'une société tournée vers la consolidation de son pouvoir. Les échanges commerciaux jouèrent aussi un rôle crucial. Kush devint un centre névralgique pour le transit de l'or, de l'ivoire et des pierres précieuses, reliant l'Afrique noire à la Méditerranée et au Moyen-Orient. Cette prospérité permit au royaume de financer des projets d'envergure et de soutenir une classe dirigeante capable d'organiser de vastes réseaux politiques et religieux. Les populations kushites développèrent des techniques agricoles avancées pour l'époque, tirant parti de l'irrigation du Nil, qui favorisait une production abondante et permettait de nourrir une population croissante. Cette stabilité démographique contribua à la naissance de villes importantes, témoignant d'un ordre social sophistiqué et d'une administration centralisée. Parmi les figures marquantes, la reine Amanirenas mérite une attention particulière, bien qu'elle soit issue d'une époque légèrement postérieure à la fondation. Son courage et sa résistance contre l'Empire romain montrent la résilience de la civilisation kushite face aux agressions extérieures, rappelant que le pouvoir établi lors des premières dynasties perdura malgré les nombreux défis. Les études contemporaines donnent accès à une vision renouvelée de Kush, loin des clichés d'un simple prolongement de l'Égypte antique. Elles révèlent un royaume innovant, où l'identité africaine s'exprime pleinement à travers la langue méroïtique, le commerce florissant et une culture profondément enracinée dans ses propres traditions. Les fouilles réalisées à Méroé, ancienne capitale, permettent de mieux comprendre la richesse symbolique de cette civilisation. La langue utilisée dans les inscriptions méroïtiques, bien que partiellement déchiffrée, témoigne de l'ouverture culturelle de Kush. Elle est un marqueur identitaire, celle d'une société fière de ses racines et de sa continuité historique. Chaque document découvert contribue à élargir notre connaissance d'un peuple dont l'histoire a été partiellement méconnue ou sous-estimée. Enfin,
il est essentiel de souligner que Kush, loin d'être une simple annexe de civilisation plus célèbre, fut un acteur à part entière dans le jeu des puissances antiques. Son rôle dans les dynamiques politiques régionales, son influence culturelle et son héritage archéologique en font un sujet d'étude incontournable pour mieux comprendre les civilisations de l'Afrique ancienne. Cette exploration des origines donne une première image de Kush la puissante, bercée par le Nil et forgée dans la rencontre des cultures. La suite de notre récit éclairera la manière dont ce royaume se développa, structura son pouvoir et laissa une empreinte indélébile dans l'histoire. Le territoire et le paysage de Kush, le royaume de Kush, s'étendaient sur un territoire vaste et diversifié, englobant des terres où la nature offrait une richesse exceptionnelle. Cette région, située au sud de l'Égypte ancienne, s'étirait le long du cours du Nil, qui traversait des paysages variés, allant des rives fertiles aux zones arides du désert. La présence constante du Nil, affluent essentiel, façonnait la vie des habitants en leur fournissant l'eau nécessaire à l'agriculture et à la survie. Cette rivière majestueuse coulait lentement, alimentant la terre de ses crues régulières et permettant à l'homme de prospérer. Les sols autour du Nil étaient d'une fertilité remarquable, grâce à ces dépôts annuels de limon déposés par la montée des eaux. Cette abondance naturelle favorisa le développement de cultures agricoles durables, parmi lesquelles le blé et l'orge occupaient une place importante. Ces céréales constituaient la base de l'alimentation, soutenant une population en expansion constante. En parallèle, la pêche dans le Nil et ses affluents apportaient des protéines variées, complétant ainsi le régime alimentaire des Kushites. Les étendues désertiques qui bordèrent le territoire de Kush abritaient des ressources minérales précieuses, notamment de l'or et diverses pierres précieuses. Ces richesses naturelles furent exploitées avec soin, contribuant à l'essor économique et à la renommée de ce puissant royaume. Les montagnes environnantes servaient également de carrière pour la pierre, utilisée dans la construction des monuments et des habitations. Ces éléments combinés démontraient une parfaite adaptation de la société à son environnement immédiat. La diversité écologique de ce territoire se traduisait par la coexistence d'écosystèmes différents, chacun jouant un rôle essentiel dans l'équilibre de la vie quotidienne. Sur les rives inondables, la végétation gagnait en densité, tandis que plus loin, le désert offrait son panorama aride et mystérieux. Ces contrées étaient parcourues par des animaux variés, de l'éléphant au crocodile, qui marquaient la présence d'une faune riche et adaptée. Cette diversité influençait aussi les pratiques culturelles et spirituelles des habitants. La géographie particulière du royaume de Kush engendrerait des modes de vie adaptés aux conditions locales. Les villages étaient souvent situés autour des points d'eau pour assurer un accès constant à la ressource essentielle. Le travail de la terre nécessitait une organisation collective, notamment pour gérer l'irrigation et la répartition des fruits de la récolte. Cette coopération sociale renforçait les liens entre les différentes communautés et contribuait à la stabilité du royaume. Le climat de la région variait en fonction des saisons, alternant entre périodes de chaleur intense et moments où des pluies modestes venaient rafraîchir la terre. Cette alternance influençait le calendrier agricole et les rituels associés au cycle naturel. Les habitants suivaient attentivement ces rythmes imposés par la nature, intégrant leurs pratiques quotidiennes au mouvement du soleil et des étoiles qui guidaient également leur compréhension du temps. Le Nil représentait à la fois un axe de communication et un moyen de transport essentiel. Les bateaux glissaient silencieusement sur ces eaux, reliant les cités kushites entre elles et facilitant les échanges commerciaux avec les régions voisines. Ces liaisons fluviales favorisèrent la circulation des personnes, des idées et des marchandises, contribuant à la richesse culturelle et économique du royaume. Le fleuve était donc un vecteur indispensable de prospérité et d'unité. La confrontation avec les étendues désertiques limitait les déplacements terrestres, mais favorisait en même temps la préservation des caractéristiques propres au territoire kushite. Cela donnait une identité forte au royaume, marquée par un équilibre entre les espaces cultivés et les zones sauvages. Ce contexte géographique spécifique influençait aussi la défense du royaume, qui pouvait compter sur des barrières naturelles difficiles à franchir par des envahisseurs potentiels. Les ressources naturelles, qu'elles proviennent de la terre, de l'eau ou des montagnes, étaient exploitées avec un savoir-faire transmis de génération en génération. Cette maîtrise technique
permettait d'optimiser leur usage sans compromettre la pérennité des écosystèmes. Par exemple, les pratiques agricoles incluaient des périodes de jachère destinées à préserver la fertilité des sols, preuve d'une connaissance fine de l'environnement et d'un respect pour les cycles naturels. Cette sagesse écologique formait une base solide pour la durabilité du royaume. L'importance accordée au Nil se traduisait également dans la dimension spirituelle et symbolique. Cette rivière était perçue comme la source de toute vie, un lien sacré unissant les habitants à leurs ancêtres et aux divinités. Des cérémonies et des rites étaient régulièrement pratiqués en son honneur, soulignant sa centralité dans la cosmologie couchite. Cette relation intime avec la nature caractérisait profondément la culture et les croyances des peuples qui habitaient ce territoire. Le paysage varié produisait aussi une pluralité d'activités économiques et artisanales. Dans les zones agricoles, on retrouvait des outils sophistiqués destinés au labour et à la récolte, tandis que dans les régions montagneuses, la taille de la pierre et l'extraction minière étaient des vocations principales. Ces métiers s'inscrivaient dans un système économique cohérent, soutenu par un réseau de marchés et d'échanges. Cette organisation assurait la circulation des produits et le bien-être des populations. La richesse écologique nourrissait également l'artisanat local, notamment au travers de la fabrication d'objets en or, en ivoire ou en pierres semi-précieuses. Ces matériaux raffinés servaient autant à la parure qu'à l'ornementation des lieux de culte, témoignant de l'élégance et du raffinement du royaume. La maîtrise de ces savoir-faire constituait un aspect important de la civilisation couchite, qui savait allier la beauté à la fonction utile. L'eau du Nil, omniprésente, permettait en outre le développement de zones humides où se multipliaient les espèces végétales et animales. Ces milieux favorisèrent la chasse et la cueillette, complétant les ressources alimentaires. L'exploitation de ces espaces exigeait une connaissance précise des saisons et des comportements naturels, assurant un équilibre entre usage humain et conservation des espèces. Cette harmonie écologique se reflétait dans la relation des hommes à leur environnement direct. Les habitants du royaume adaptaient aussi leur architecture au contexte climatique et géographique. Les constructions étaient pensées pour résister à la chaleur, à l'humidité et aux crues du Nil, grâce à des techniques spécifiques. L'utilisation de matériaux locaux, comme la brique d'argile séchée au soleil, témoignait d'un artisanat pragmatique et respectueux de la nature. Ces bâtiments répondaient ainsi aux besoins fonctionnels tout en s'intégrant dans le paysage. Le rôle majeur du Nil dans la formation des paysages et des sociétés couchites ne peut être surestimé. Il agissait comme une colonne vertébrale, offrant nourriture, moyens de transport et axes culturels. L'adaptation des hommes à ce milieu fut remarquable et permit à ce royaume de survivre et de prospérer pendant des siècles. La richesse de ce territoire s'exprima dans une culture vivante et dans des réalisations qui continuent à fasciner les chercheurs actuels. En traversant ce territoire, on perçoit la complexité d'un paysage où chaque élément naturel interagit avec la vie sociale. C'est dans cette conjonction entre géographie, ressources naturelles et activités humaines que se construit l'identité de Couche. Comprendre cette relation ouvre la porte à une meilleure appréhension de cette civilisation méconnue, tout en préparant le terrain pour l'étude des dynasties qui marquèrent son histoire. La légende des pharaons noirs trouve ainsi sa première pierre dans ce décor unique. Passons maintenant à l'exploration des personnages qui façonnèrent ce royaume et de leurs exploits légendaires. La société couchite et ses classes sociales, bonsoir. Explorons ensemble la structure sociale du royaume de Couche. Une civilisation fascinante nichée au cœur de l'Afrique antique, riche d'une hiérarchie complexe qui régissait chaque aspect de la vie quotidienne. Comprendre cette organisation permet de mieux saisir l'interaction entre les différentes classes et leur rôle au sein de la communauté. Au sommet de cette hiérarchie se dressait le roi, souvent désigné comme le pharaon noir. Il incarnait non seulement le pouvoir politique, mais aussi une autorité spirituelle. Ce chef suprême était entouré d'une cour nombreuse, où les membres, issus de la noblesse couchite, jouaient un rôle crucial dans l'administration du royaume et la supervision des rituels sacrés. Les prêtres occupaient une place essentielle dans la société couchite. Chargés du culte des dieux, ils assuraient la cohésion entre le monde des mortels et celui des divins. Leur savoir religieux et leur capacité à interpréter les signes célestes renforcèrent leur influence auprès du souverain et auprès du peuple.
Les prêtres enseignaient également l'écriture et les sciences, transmettant un savoir précieux indispensable à la gestion des temples et des archives. L'artisanat connaissait un développement remarquable à Kouch, avec des artisans spécialisés dans le travail du métal, de la poterie, du textile et de la pierre. Ces experts façonnèrent des objets utiles et décoratifs, souvent destinés aux classes supérieures ou aux temples. Leur savoir-faire technique faisait d'eux des acteurs indispensables de l'économie locale et du prestige culturel du royaume. Les guerriers, qui formaient une caste respectée, assuraient la défense du territoire et l'expansion des frontières. Leur préparation physique et leur discipline étaient rigoureuses, permettant à Kouch de résister aux invasions et de maintenir son indépendance. Les guerriers servaient aussi de protecteurs des routes commerciales, un rôle stratégique dans ce carrefour de civilisation. La majorité de la population était constituée de paysans, qui cultivaient le sol dans les vallées fertiles du Nil blanc et du Nil bleu. Leur travail était la base de l'économie, assurant la production alimentaire nécessaire à l'ensemble de la société. Le cycle agricole rythmait la vie des villages, où la solidarité et les traditions anciennes créaient une forte cohésion sociale. Les familles kouchites suivaient une organisation patriarcale, où les rôles étaient clairement définis. Le respect des aînés et la transmission des valeurs ancestrales faisaient partie intégrante de l'éducation. Les fêtes religieuses et les célébrations agricoles ponctuaient le calendrier, renforçant les liens communautaires et perpétuant les croyances. Les échanges commerciaux profitaient à toutes les classes, les marchands jouant un rôle de facilitateur entre Kouch et ses voisins. Ils apportèrent des biens rares, des connaissances et des idées nouvelles. Certains marchands atteignaient un statut élevé grâce à leur richesse et à leur réseau étendu, tandis que d'autres restaient des acteurs modestes mais essentiels de l'économie locale. La vie quotidienne à Kouch était marquée par un équilibre entre tradition et innovation. Ainsi, les familles adoptèrent progressivement des outils et des techniques venues d'Égypte ou de régions subsahariennes. Cette capacité d'adaptation témoigne d'une société à la fois stable et ouverte aux influences extérieures, ce qui fut crucial pour sa longévité. Dans les villages, les habitants construisaient des habitations simples en briques de boue, adaptées au climat chaud. Les espaces communautaires, tels que les places de marché et les temples locaux, constituaient le centre de la vie sociale. Chacun y occupait une place en fonction de son rôle, formant un tissu social cohérent et organisé. Les femmes jouaient aussi un rôle particulier dans la société de Kouch. Elles participaient aux activités agricoles et artisanales et pouvaient occuper des postes de prêtresse. Certaines femmes de la noblesse détenaient une influence politique notable, parfois exercée en tant que régente ou conseillère du roi, ce qui souligne la complexité des rapports de genre dans ce royaume. L'éducation des enfants était assurée par des membres expérimentés de la communauté, notamment des prêtres et des artisans. Cette formation comprenait les savoirs pratiques, mais aussi les valeurs morales et religieuses. La maîtrise du langage, de la mémoire et des compétences artisanales garantissait la transmission des connaissances essentielles à la survie du peuple. Les cérémonies funéraires, particulièrement élaborées chez les élites, reflétaient la structure sociale. Les tombes riches en objets précieux témoignaient du rang de leurs occupants et de leur lien avec le pouvoir divin. Ces pratiques religieuses soulignaient l'importance accordée à la continuité après la vie terrestre et au respect des ancêtres. Les lois coutumières régissaient les rapports sociaux et la vie communautaire. Elles instauraient des règles précises pour la gestion des terres, le mariage et la résolution des conflits. Leur application par les chefs locaux était fondamentale pour maintenir l'ordre et la justice dans le royaume. La coexistence des différentes classes était marquée par des interdépendances peu claires. Les prêtres dépendaient des produits agricoles fournis par les paysans, tandis que les artisans façonnaient des outils nécessaires à la production. Cette coopération assurait la stabilité économique et sociale du royaume de Kouch. Le rôle des élites militaires allait au-delà de la guerre. Elles servaient aussi de modèle de loyauté et de vertu, participant aux cérémonies religieuses et à l'encadrement de la jeunesse. Leur prestige social permettait d'incarner les valeurs fondamentales de courage et d'honneur dans la société. Les échanges culturels avec les voisins, notamment avec l'Égypte, influençaient certains aspects sociaux. On observe des similitudes dans la représentation des dieux, les rites funéraires
et certains éléments architecturaux. Cependant, Kouch conservait une identité distincte, attestée par des langues et coutumes uniques. Au fil des siècles, le royaume de Kouch sut s'adapter aux transformations sociales et politiques. Il introduisit graduellement de nouvelles classes, comme les fonctionnaires administratifs, indispensables à la gestion étendue du territoire. Cette évolution reflète une société dynamique et capable d'intégrer les nécessités du pouvoir et de la gouvernance. Les découvertes archéologiques récentes offrent des éclairages précieux sur la vie quotidienne et l'organisation sociale. Les fouilles de sites comme Méroé dévoilent des inscriptions, des artefacts et des structures témoignant de la complexité hiérarchique et des interrelations entre les groupes sociaux. Par exemple, l'étude des palais et des temples met en lumière la place essentielle du pouvoir religieux et politique dans la centralisation du pouvoir. Les richesses accumulées dans ces lieux révèlent à la fois la prospérité du royaume et l'importance accordée à la sacralisation du pouvoir. Les inscriptions gravées en égyptien et en méroïtique offrent des indices sur les fonctions administratives spécifiques et les interactions entre classes. Elles démontrent également la cohabitation de plusieurs langues et l'effort pour préserver une tradition écrite propre à Kouch. L'artisanat local, quant à lui, reflète souvent des symboles religieux et sociaux. Les objets retrouvés montrent une sophistication technique et esthétique remarquable, témoignant de l'expertise des artisans et du goût artistique propre à la civilisation kouchite. La société kouchite repose ainsi sur une organisation complexe, où chaque groupe social trouve sa place et contribue à un équilibre durable. On perçoit une véritable complémentarité entre les fonctions cérémonielles, économiques, militaires et domestiques. Ce tableau social complet permet d'approfondir la compréhension du royaume de Kouch au-delà de ses seuls exploits militaires ou architecturaux. Il révèle une civilisation vivante, soudée et capable d'articuler des relations sociales fines, indispensables à son développement. En quittant cette vision de la structure sociale, nous préparerons notre exploration des croyances religieuses et des rituels qui éclairent encore davantage le fonctionnement intime de cette société ancienne et fascinante. Les arts et l'architecture kouchite. Les artisans de l'ancien royaume de Kouch ont laissé une empreinte indélébile par leur création artistique et architecturale, témoins d'une civilisation brillante et complexe. Dès l'examen des pyramides, on observe une adaptation remarquable de ce type de monument, qui diffère sensiblement de ses homologues égyptiennes. Les pyramides kouchites, notamment celles de Méroé, sont plus élancées et présentent des pentes plus aiguës, souvent couronnées par des chapiteaux de style égyptien ou des éléments décoratifs propres à la région. Cette singularité témoigne d'un syncrétisme culturel, résultat de la confluence des influences nubiennes et égyptiennes. Les matériaux utilisés pour ces pyramides indiquent par une maîtrise des techniques locales, avec une prédilection pour la pierre de grès et parfois de granit, taillée avec une précision remarquable, compte tenu des outils disponibles à l'époque. Les murs internes accueillent régulièrement des hiéroglyphes et des inscriptions en langue méroïtique, apportant des données précieuses sur les rites funéraires, la généalogie des souverains et les mythologies propres à Kouch. Ce langage architectural et iconographique offre une clé pour comprendre le rôle central des pyramides dans la structure sociale et spirituelle du royaume. En dehors des sépultures, les temples constituent un autre formidable témoignage de l'art kouchite. Ces édifices religieux, souvent remarquables par leurs plans et leur ornementation, présentent des sanctuaires dédiés aux divinités locales ainsi qu'aux dieux égyptiens assimilés. Le style architectural comprend l'usage de colonnes ornées de chapiteaux complexes, qui combinent des motifs floraux avec des symboles animaliers, illustrant la riche symbolique de cette culture. La disposition des temples, organisée selon des axes précis, suggère une connaissance approfondie de l'astronomie, probablement utilisée pour aligner ces espaces sacrés avec certains événements célestes. Les murs des temples dévoilent comme des fresques et des bas-reliefs finement sculptés, où les scènes de la vie quotidienne, des rituels religieux et des combats guerriers sont représentés avec un souci du détail notable. La technique du relief en creux domine, permettant une meilleure conservation des œuvres malgré le temps et les intempéries. Les couleurs employées, bien que souvent altérées, témoignent de l'utilisation de pigments naturels tels que l'ocre rouge, le bleu azurite et le noir de charbon, dont les artisans tiraient un éclat durable. Ces fresques offrent un regard privilégié sur le quotidien des habitants de Kouch,
ainsi que sur la place du sacré dans leur existence. La sculpture, en tant que discipline artistique, occupe une place essentielle dans le royaume. Les statues de granit ou de bronze, souvent de taille imposante, représentent la foi probablement les souverains, les divinités et parfois des figures mythiques. Ces sculptures témoignent d'un savoir-faire avancé dans l'art du modelage et de la taille, reflétant une symbolique politique et religieuse puissante. Les visages des souverains sont particulièrement soignés, avec une attention portée aux traits caractéristiques, ce qui contribue à individualiser chaque portrait et renforcer la légitimité des dynasties couchites. Les artisans couchites utilisaient aussi la stèle, support de pierres gravées, pour commémorer des événements importants ou établir des décrets royaux. Ces inscriptions, souvent bilingues en méroïtique et égyptien, facilitent la compréhension des relations diplomatiques et des conquêtes entreprises par le royaume. Par ailleurs, la richesse iconographique de ces stèles révèle la hiérarchie sociale et le rôle des prêtres, guerriers et artisans au sein de cette civilisation. Elles incarnent ainsi une mémoire collective, préservant un récit historique fondamental. Un autre aspect fascinant de l'art couchite réside dans la production d'objets d'orfèvrerie et de céramique, qui complètent le panorama artistique du royaume. Ces pièces, souvent découvertes lors de fouilles dans les nécropoles, démontrent une grande finesse technique. Les motifs décoratifs, à la fois géométriques et figuratifs, traduisent pour l'esthétique propre aux artisans locaux et leur capacité à incorporer des influences extérieures, tout en conservant une identité visuelle forte. Cette production reflète les interactions commerciales et culturelles qui entretenaient le royaume avec ses voisins. Il est important de noter que la conception et la réalisation des édifices de couches mobilisaient non seulement des artisans qualifiés, mais aussi un réseau organisé de travailleurs, administrateurs et prêtres. Cette organisation complexe souligne l'existence d'un système politique structuré et d'une division du travail sophistiquée. Chaque construction était ainsi le fruit d'une collaboration étroite, où la connaissance technique se combinait à un savoir symbolique profond, attestant de la dimension spirituelle inhérente à l'art de bâtir dans cette société. Les recherches archéologiques continuent de révéler des détails sur les méthodes de construction employées, notamment l'usage de coffrages en bois pour la coulée de mortier, la préparation soignée des fondations et l'orientation précise des monuments, selon des critères religieux et astronomiques. Ces découvertes mettent en lumière la maîtrise technique des couchites, qui, malgré l'isolement relatif de leur localisation géographique, ont développé une architecture ambitieuse et durable. Ces édifices, par leur état de conservation, permettent aujourd'hui une meilleure compréhension des dynamiques culturelles et historiques du royaume. Ainsi, l'art et l'architecture couchite constituent un témoignage majeur de l'ingéniosité humaine, en harmonie avec les exigences pratiques et les croyances d'une société ancienne. Ce patrimoine, riche et diversifié, incite à une redécouverte constante, qui éclaire non seulement l'histoire africaine, mais aussi l'évolution des échanges entre civilisations. La prochaine étape de notre exploration nous conduira à étudier les institutions politiques et sociales qui ont soutenu et favorisé cet épanouissement culturel remarquable. La religion et les croyances traditionnelles. Parmi les divinités principales, Amon-Ra tenait une position éminente. Cette figure représentait une synthèse du dieu égyptien Amon et du solaire Ra, symbolisant l'unité de la puissance divine et la lumière qui guide la vie. Les souverains couchites étaient considérés comme des intermédiaires sacrés entre les hommes et ces forces célestes, renforçant leur autorité par un lien indissociable avec le divin. Les temples consacrés à Amon-Ra étaient des lieux de prière, d'offrandes et de cérémonies rituelles qui rythmaient le calendrier annuel. Outre Amon-Ra, d'autres dieux comme Apédémak occupaient une place importante. Ce dieu guerrier, souvent représenté sous la forme d'un lion, symbolisait la force, la protection et la victoire. Il était invoqué avant les batailles, mais aussi au cours des rituels pour assurer la stabilité du royaume et la sécurité des populations. Les sculptures et inscriptions découvertes dans les sanctuaires témoignent de son rôle protecteur primordial. La vie quotidienne des Couchites était étroitement liée à des cérémonies religieuses qui mêlaient chants, danses et offrandes. Ces pratiques visaient à maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits et des dieux. Par exemple, les rites agricoles, célébrés lors des semailles et des récoltes, cherchaient à obtenir
la bénédiction des divinités pour garantir la prospérité des cultures et la survie de la communauté. Ces événements rassemblaient non seulement des paysans, mais aussi la noblesse et les prêtres autour d'un même respect sacré. Les prêtres couchites jouaient certains rôles fondamentaux dans la médiation entre les humains et le divin. Leur formation incluait la connaissance des textes sacrés, de l'astronomie et des rituels complexes qui variaient selon les saisons et les lieux. Ils assurèrent le déroulement cérémoniel avec un souci minutieux du détail, chaque geste possédant une signification précise. Leur responsabilité s'étendait aussi à la gestion des temples, véritables centres culturels et politiques dans l'organisation du royaume. Un autre aspect fascinant de la religion couchite résidait dans la croyance aux esprits ancestraux et aux forces surnaturelles présentes dans la nature. Les montagnes, les sources d'eau et certains arbres étaient considérés comme habités par des entités protectrices ou bienveillantes. Ces croyances favorisèrent le développement d'un rapport harmonieux avec l'environnement, incitant à respecter les lieux sacrés et à préserver l'équilibre écologique. Les Couchites percevaient ainsi la nature comme un prolongement du domaine sacré. Les rituels funéraires révélaient aussi l'importance accordée à la vie après la mort. Les souverains pouvaient être inhumés avec une richesse impressionnante d'objets, allant de parures en or à des statues et inscriptions, témoignant de leur statut divin sur terre et de leur passage dans l'au-delà. Les tombes étaient souvent orientées de façon à assurer un lien symbolique avec certains astres, notamment le soleil, garantissant ainsi la renaissance de l'âme. La conception couchite de l'éternité reflétait une quête de continuité et de protection même après la fin des jours terrestres. La langue des inscriptions religieuses, souvent gravées sur les murs des temples et des pyramides, faisait appel à une symbolique précise. Les hiéroglyphes couchites, influencés par l'art égyptien, intégraient des éléments propres à la culture locale, traduisant ainsi une identité forte et singulière. Ces inscriptions étaient des formules de protection, des invocations aux dieux et des récits historiques mêlant faits et croyances, transmettant aux générations futures le sens profond du sacré. Les fêtes religieuses rythmaient la vie collective en créant des moments de rassemblement aussi bien spirituels que sociaux. Elles permettaient de renforcer les liens communautaires tout en renouvelant l'allégeance au pouvoir sacré des pharaons noirs. Ces célébrations suivaient un calendrier précis, souvent dicté par l'observation des corps célestes, signant ainsi un temps où le ciel et la terre se rejoignaient au travers des hommes. Les participants, par leurs chants et leurs gestes, s'inscrivaient dans une transmission millénaire des traditions. Les relations entre la religion et le pouvoir étaient complexes et étroites. Le pharaon n'était pas seulement un chef politique, mais aussi un prêtre suprême chargé de maintenir l'harmonie cosmique. Son rôle de médiateur s'exerçait lors des grandes cérémonies où il prononçait des paroles sacrées, censées consolider l'union entre le monde humain et divin. Cette double dimension renforçait l'autorité royale, donnant au souverain une légitimité incontestable appuyée par la foi du peuple. Les Couchites attachaient également une importance particulière aux cycles lunaires et solaires, qui orientèrent leur calendrier religieux. Ces cycles déterminaient les périodes propices aux rituels, aux plantations, aux récoltes et aux observations astrales. La connaissance de ces rythmes permit de développer une science du temps, qui mêlait tradition et observations précises, essentielles à la survie économique et spirituelle du royaume. Ces pratiques témoignent d'une civilisation profondément ancrée dans l'observation attentive des phénomènes naturels. Enfin, il convient de souligner l'importance des arts sacrés dans la religion couchite. La sculpture, la peinture, la musique et la poésie étaient des moyens d'expression privilégiés pour honorer les divinités. Les œuvres d'art, souvent réalisées dans l'enceinte des temples ou sur les tombeaux, véhiculaient les symboles de puissance, de renouveau et de protection. Elles participaient à une liturgie visuelle qui invitait à la méditation et à la contemplation, offrant aux fidèles un aperçu tangible du monde invisible. Ainsi, à travers ce riche ensemble de croyances, de rites et d'expressions artistiques, la religion couchite imprégnait toutes les dimensions de l'existence, mêlant harmonieusement le sacré et le profane. Chaque instant de la journée, chaque événement devait en recevoir le reflet et la bénédiction, garantissant l'équilibre entre les forces naturelles et humaines. Le système religieux se présente donc comme la clé de compréhension essentielle pour appréhender la vie quotidienne, la politique et la culture du royaume de Couche.
C'est cette profonde relation entre le pouvoir, la nature et le sacré qui prépare la voie vers l'étude des dynasties, révélant comment ces croyances façonnèrent l'histoire et l'identité d'un peuple souvent méconnu. Cette transition nous mène naturellement vers la découverte des souverains eux-mêmes et de leur rôle unique en tant que pharaons noirs. Les rois noirs de Kouch et leur règne. Les royaumes de Kouch se distinguaient par une série de souverains remarquables, souvent appelés pharaons noirs. Ces dirigeants, dont le règne s'étendait sur plusieurs siècles, incarnèrent une époque de conquête, de réforme et de diplomatie habile. Leur ascension débuta après un lent processus d'affirmation politique, marqué par la récupération progressive des territoires voisins et la stabilisation interne. Parmi eux, Taharqa et Pianki furent des figures majeures, connues pour leur rôle dans la renaissance culturelle et militaire de Kouch. Taharqa, couronné vers le milieu du 7e siècle avant notre ère, fut un bâtisseur d'empire et un fervent défenseur de la culture couchite. Son règne vit l'expansion territoriale vers le nord, jusqu'aux rives du Nil en Égypte, où il établit un contact prolongé avec les cités égyptiennes. Sa politique se traduisit par une centralisation administrative importante et par la réorganisation de l'armée, renforçant ainsi la puissance du royaume face à ses voisins égyptiens et assyriens. Cette période permit aussi des échanges artistiques remarquables, visibles dans les sanctuaires et les pyramides construits sous son autorité. Pianki, son prédécesseur d'une génération plus ancienne, mena une campagne militaire qui fut décisive pour la domination de Kouch en Égypte. Son arrivée soudainement fut marquée par une série de victoires, grâce à une stratégie combinant rapidité et connaissance des territoires. Après la conquête, il institua un régime de paix et de justice, favorisant ainsi la prospérité économique. La diplomatie de Pianki permet de nouer des alliances solides, évitant de nombreux conflits futurs. Ces alliances eurent un impact durable sur la région, consolidant la place de Kouch comme un acteur majeur en Afrique. Le système administratif sous ces pharaons fut également un point crucial. Les réformes instaurées comprenèrent la nomination de gouverneurs locaux, souvent issus de la noblesse couchite, qui gardait une certaine autonomie tout en restant fidèle au pouvoir central. Cette organisation permit une gestion efficace des ressources, notamment agricoles, lesquelles étaient extrêmement importantes pour une civilisation située dans une région aride mais fertile grâce au Nil. Les archives montrent que cette gestion rigoureuse contribuait à prévenir les famines et à garantir la stabilité sociale dans le royaume. Sur le plan religieux, ces souverains suivaient un polythéisme complexe intégrant des divinités locales et égyptiennes. Ils participaient activement aux rituels et au culte des dieux, utilisant la religion comme outil de légitimation politique. La construction de temples monumentaux et l'ornementation des lieux saints témoignent de leur volonté d'inscrire leur pouvoir dans la durée. Ces édifices servaient aussi de centres culturels et économiques, renforçant la cohésion du royaume et attirant des pèlerins de divers horizons. Les relations avec les puissances étrangères furent marquées par des périodes d'affrontements et de coopération. Les rois de Kouch durent souvent faire face aux assauts des Assyriens, qui cherchaient à contrôler l'Égypte et les territoires environnants. Cependant, grâce à une diplomatie active et une armée bien organisée, les pharaons noirs résistèrent à ces pressions et maintinrent leur indépendance durant de longues années. Ils entretenaient aussi des échanges commerciaux avec des royaumes lointains, ce qui permit l'introduction de biens et d'idées nouvelles. Cet équilibre entre guerre, diplomatie et développement interne permit à Kouch de prospérer pendant plusieurs siècles. En plus des exploits militaires, les souverains promurent les arts, l'écriture et les sciences. Ils adoptèrent notamment l'écriture méroïtique, qui différait de l'égyptien hiéroglyphique, constituant une innovation majeure pour l'époque. Cette écriture symbolisait l'identité du royaume et favorisa la transmission du savoir parmi les élites couchites. Elle fut utilisée dans les inscriptions officielles, les documents administratifs, ainsi que dans les pratiques religieuses. Au fil du temps, la culture couchite développa ainsi une identité propre, distincte malgré les liens historiques avec l'Égypte voisine. L'architecture funéraire illustre cette singularité. Les pyramides de Méroé, plus petites que celles des pharaons égyptiens, adoptèrent des proportions et des formes uniques. Ces monuments accueillaient les défunts royaux et les grands dignitaires, témoignant d'une conception spécifique de l'au-delà. Les fouilles archéologiques récentes ont permis de mieux comprendre ces pratiques,
révélant des objets graves et monochromes, différents des décorations égyptiennes habituellement plus colorées. Par ailleurs, les traditions orales jouèrent un rôle considérable dans la transmission des valeurs et de l'histoire du royaume. Elles accompagnaient les cérémonies publiques et participaient à la mémoire collective, consolidant ainsi la légitimité des pharaons noirs. Ces récits, bien que fragmentaires, furent intégrés plus tard dans les archives écrites, offrant un aperçu précieux sur la société de l'époque. Les historiens contemporains s'appuient sur ces sources pour reconstruire une image fidèle du couche antique, souvent ignorée dans les récits classiques. L'importance des pharaons noirs dans l'histoire africaine est donc immense. Leur rôle dépasse la simple domination territoriale. Leur héritage est culturel, politique et religieux. Ils furent les bâtisseurs d'un royaume prospère, à la croisée des échanges entre le monde méditerranéen et l'Afrique subsaharienne. Les traces laissées par ces souverains témoignent de leur vision stratégique et de leur capacité à gouverner un État complexe au cœur des mutations régionales. Leur histoire est une remarquable preuve de la richesse ancienne de l'Afrique noire. Dans la continuité de ces événements, l'évolution du royaume de Kouch vers de nouvelles dynamiques se poursuit, influencée par les interactions avec d'autres puissances régionales. La prochaine partie de notre récit explorera les transformations structurelles du royaume et l'émergence de figures clés qui marquèrent le passage d'une ère à une autre, en maintenant cet équilibre délicat entre tradition et innovation. Relations avec l'Égypte ancienne. Les relations entre Kouch et l'Égypte ancienne se présentent comme un tissage complexe d'échanges commerciaux, de conflits et d'influences réciproques. Situé au sud de l'Égypte, le royaume de Kouch s'est développé sur les rives du Nil, occupant un territoire qui correspond aujourd'hui au Soudan. Depuis les premiers contacts, ces deux civilisations entretenaient des liens économiques étroits, basés sur l'échange de ressources indispensables. Le cuivre, l'or, l'ivoire et l'encens, issus des terres nubiennes, suscitèrent l'intérêt des Égyptiens, tandis que Kouch bénéficiait des multiples biens manufacturés et des denrées alimentaires venues du nord. Sur le plan politique, les interactions se traduisirent par des périodes contrastées. À certaines époques, l'Égypte imposa son autorité sur Kouch, intégrant ses territoires à son empire. Les pharaons égyptiens construisirent des fortifications pour surveiller cette frontière, redoutée pour son importance stratégique. Lors d'autres moments, toutefois, le royaume nubien connut une expansion remarquable. Ce fut notamment le cas à une époque où les rois kouchites assumèrent la royauté de toute l'Égypte, marquant une nouvelle ère dans les relations entre ces deux puissances. L'étude des artefacts archéologiques révèle une profonde influence culturelle entre Kouch et l'Égypte. Les monuments, les peintures murales ainsi que la statuaire témoignent de pratiques artistiques partagées, mais aussi d'adaptations spécifiques à Kouch. La langue qui prédominait dans les inscriptions développées par les rois nubiens reste un sujet de recherche actif, témoignant d'une fusion des traditions locales et égyptiennes. Ce patrimoine commun illustre une dynamique d'échange culturel où ni l'une ni l'autre des civilisations ne s'effaça totalement face à l'influence dominante. La période où les souverains kouchites gouvernèrent en Égypte, souvent qualifiée de règne des pharaons noirs, représente une phase exceptionnelle dans l'histoire des deux régions. Taharqa, l'un des plus célèbres rois, ont laissé des traces durables par la construction de temples prestigieux et leur campagne militaire défensive contre des ennemis venus de l'Est. Leur politique visait à renforcer les liens internes, mais aussi à préserver l'indépendance du royaume contre les menaces des empires voisins. Ces pharaons ont incarné une double identité culturelle, revendiquant à la fois leur héritage nubien et leur haute fonction dans la tradition égyptienne. Les périodes de conflits armés entre Kouch et l'Égypte ont été moins nombreuses que les échanges pacifiques, mais leur impact sur la région fut significatif. Des sources historiques mentionnent plusieurs incursions militaires visant à contrôler des voies commerciales cruciales le long du Nil. Ces affrontements révèlent la complexité des relations diplomatiques et économiques, rarement réglées par la seule force, mais largement orchestrées par des accords d'alliance temporaires et des mariages entre familles royales. Ainsi, la géopolitique du Nil se construisait autour d'un équilibre fragile, ponctué par ces tensions ponctuelles. Les routes commerciales, notamment celles traversant le désert de Nubie, jouaient un rôle central dans le lien entre Kouch et l'Égypte. La rareté des ressources dans certaines régions exigeait ces échanges fréquents
où des caravanes transportaient pierres précieuses, métaux et biens de luxe. L'organisation de ces échanges échappait souvent à une seule autorité, reposant sur des réseaux complexes de marchands et d'intermédiaires qui manipulaient l'économie locale. Le contrôle de ces routes constituait un enjeu stratégique vital pour la prospérité des deux royaumes. Dans une perspective religieuse, les interactions entre Kouch et l'Égypte s'avèrent particulièrement riches. Les cultes égyptiens, notamment ceux d'Amon et d'Osiris, ont été adoptés et adaptés par les Kouchites. Plusieurs temples nubiens témoignent de cette syncrétisation où des divinités égyptiennes côtoyèrent les figures propres à la mythologie locale. L'importance accordée au culte d'Amon au temple de Djebel Barkal, considéré comme un centre sacré, souligne l'importance culturelle et politique de cette fusion religieuse, qui renforçait le pouvoir des rois kouchites. Cette dynamique entre Kouch et l'Égypte était donc multiple et nuancée, faite d'influences réciproques, d'échanges commerciaux intenses, de rivalités politiques et de complémentarité culturelle. Le cas des pharaons noirs illustre la capacité du royaume de Kouch à conquérir et gouverner un territoire voisin tout en apportant sa propre identité à un héritage millénaire. Cette interaction complexe laisse aujourd'hui un héritage historique fascinant, source d'études nombreuses. La compréhension de ces liens ouvre la voie à l'exploration plus approfondie d'autres aspects de la civilisation kouchite, qui seront développés dans le chapitre suivant. Le déclin et la redécouverte de Kouch. Le royaume de Kouch, autrefois florissant et puissant, a connu un déclin progressif marqué par une série de facteurs complexes. D'abord, des tensions internes se sont intensifiées. Les structures administratives, si efficaces sous les premiers souverains, ont commencé à s'affaiblir. Les conflits entre différentes factions de la noblesse ont fragilisé l'unité politique, entraînant une perte d'autorité. Parallèlement, la succession des rois devint moins stable, ce qui renforça l'instabilité. Cette fragilité interne a rendu le royaume vulnérable face aux défis extérieurs. Sur le plan économique, Kouch a subi de nombreuses difficultés. Les relations commerciales, qui avaient permis un essor important, furent un peu perturbées. Les échanges avec l'Égypte voisine diminuaient, principalement en raison de la montée en puissance de rivaux régionaux plus agressifs. Par ailleurs, des changements climatiques ont affecté la vallée du Nil. Les inondations, essentielles à l'agriculture, devinrent moins régulières, conduisant à une baisse des récoltes et une insécurité alimentaire croissante. Cette crise agraire accentua les tensions sociales qui couvaient déjà au sein du royaume. En parallèle, les invasions et pressions militaires n'ont pas cessé. Les peuples voisins, voyant la faiblesse grandissante de Kouch, multiplièrent les raids et assauts. Parmi eux, les Nubiens du Sud profitèrent des faiblesses du pouvoir central pour reprendre certaines terres. De plus, l'arrivée progressive de groupes assyriens et plus tard mèdes remit en question la survie même du royaume. Ces conflits successifs, combinés à une crise interne majeure, ont provoqué une érosion du territoire kouchite. Malgré cette période sombre, il est important de rappeler que la culture kouchite n'a pas disparu instantanément. Des communautés ont continué à perpétuer traditions et savoirs, conservant des vestiges architecturaux et artistiques remarquables. Cependant, l'habitude historique donne souvent à cette époque l'image d'un effondrement complet. La vérité paraît plus nuancée, puisqu'un lent glissement vers un état périphérique plutôt qu'une chute brutale s'est produit. Cette phase transitionnelle incarne la complexité de toute civilisation face aux évolutions internes et externes. Le site archéologique de Kerma, cœur du royaume de Kouch, fut redécouvert au XIXe siècle grâce aux explorations européennes. La redécouverte a permis de révéler des trésors insoupçonnés. Les fouilles entreprises au fil des décennies mirent au jour des sépultures royales, des forteresses, ainsi que des objets d'art témoignant d'une civilisation raffinée. Parmi les découvertes figurent des bijoux en or, des statues de granit et des inscriptions en écriture méconnues. Ces trouvailles ont offert une vision nouvelle et riche de Kouch, en décalage avec les idées préconçues. La recherche scientifique moderne apporte constamment de nouvelles données. L'usage de techniques avancées, comme la datation au carbone ou l'imagerie aérienne, renforce la compréhension des vestiges. Les études anthropologiques ont révélé la diversité ethnique et culturelle des habitants du royaume. Par exemple, l'analyse des restes humains
illustrent des pratiques funéraires spécifiques et une santé variée selon les statuts sociaux. Ces investigations approfondies soulignent l'importance d'une approche pluridisciplinaire pour restituer une histoire juste et détaillée. Plusieurs chercheurs se sont investis pour cloisonner les phases de développement et de déclin. Le professeur Ahmed Omer, égyptologue renommé, a montré que le contact continu entre Kouch et l'Égypte antique reposait sur une relation dynamique, oscillant entre coopération et rivalité. Ces travaux dévoilent un échange culturel intense, influençant les arts, la religion et l'organisation politique des deux royaumes. Cette interaction nourrissait une complexité identitaire souvent ignorée, remettant en cause le caractère isolé attribué traditionnellement à Kouch. Par ailleurs, les fouilles récentes conduites par une équipe franco-soudanaise ont mis en lumière des aspects jusque-là méconnus. Elles ont notamment révélé des infrastructures urbaines élaborées, dont des systèmes d'irrigation sophistiqués attestant d'une maîtrise hydraulique remarquable. L'existence de ces installations prouve une capacité d'innovation technique importante. Ces résultats invitent à repenser la place de Kouch dans l'histoire africaine et méditerranéenne, posant les bases d'une réévaluation des échanges transrégionaux à l'époque antique. La conservation du patrimoine kouchite reste aujourd'hui un défi majeur. Les sites sont exposés aux risques liés au climat, au pillage et à l'urbanisation croissante. Les institutions internationales coopèrent avec les autorités locales pour mettre en œuvre des stratégies de protection adaptées. Cette sauvegarde s'appuie sur la sensibilisation des populations et sur le développement d'un tourisme responsable. Ainsi, le royaume de Kouch bénéficie d'un regain d'attention qui participe à la valorisation de son héritage culturel. Ce renouveau d'intérêt scientifique redonne vie à un passé longtemps marginalisé. Le royaume de Kouch ne représente plus uniquement une civilisation oubliée, mais un élément clé pour comprendre l'histoire ancienne de l'Afrique noire. Sa redécouverte modifie le récit global en intégrant une diversité d'expériences humaines. Cette mise en lumière invite à une révision des paradigmes classiques, qui souvent privilégiaient d'autres régions au détriment du continent africain. Kouch apparaît finalement comme une source d'inspiration et de connaissances. Alors que ces recherches avancent, de nouvelles questions émergent. Quelles étaient les relations précises entre Kouch et ses voisins immédiats? Comment le royaume a-t-il influencé les sociétés ultérieures, notamment celle du royaume d'Aksum? Ces interrogations nourrissent un dialogue continu entre historiens, archéologues et spécialistes des cultures africaines. Le passé de Kouch devient ainsi un terrain d'investigation passionnant où se combinent rigueur scientifique et respect des traditions. Cette histoire complexe, issue d'une époque reculée, trouve aujourd'hui un écho dans la volonté de valorisation du patrimoine culturel africain. L'étude du royaume de Kouch offre des perspectives enrichissantes sur la construction des identités et sur la gestion des héritages. Chaque nouvelle découverte devient une pierre ajoutée à l'édifice de la connaissance, permettant de mieux appréhender la richesse des civilisations noires de l'Antiquité. Le travail des chercheurs contemporains participe ainsi à redéfinir les contours de l'histoire universelle. En conclusion, le déclin du royaume de Kouch fut le résultat d'une conjonction de facteurs intérieurs et extérieurs. Pourtant, la redécouverte archéologique ouvre une fenêtre sur une culture ancienne riche et complexe. Il reste encore beaucoup à apprendre, mais chaque avancée nous rapproche d'une compréhension plus profonde. Ce récit de déclin et de renaissance témoigne de la résilience des peuples et de la permanence des traces qu'ils laissent à travers le temps, prêtant un chemin vers la suite de notre exploration. Héritage culturel et influence africaine. L'écho du royaume de Kouch résonne encore aujourd'hui à travers les cultures africaines contemporaines, où son héritage perdure dans les traditions, l'art et la langue. Cette ancienne civilisation, qui s'étendait bien au-delà des rives du Nil, a influencé un vaste territoire africain, créant un pont entre le passé et le présent, visible dans la diversité culturelle et spirituelle. Les coutumes kouchites se retrouvent dans certaines cérémonies rituelles perpétuées par des communautés africaines modernes, qui attribuent à leurs ancêtres cette sagesse ancestrale pleine de nuances et de symboles méticuleux. L'art, lui, présente sans conteste cette empreinte singulière, notamment à travers la sculpture, la poterie et les motifs architecturaux qui inspirent toujours des artistes africains. Les motifs géométriques et les représentations humaines ou animales reflètent une esthétique précise,
fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Plusieurs musées, notamment à Khartoum et à Paris, exposent pour des objets couchites qui fascinent autant par leur beauté que par la technique utilisée, révélant l'importance de cette civilisation dans l'histoire de l'art africain. L'influence linguistique est plus subtile, mais tout aussi significative. Des langues modernes en Afrique de l'Est et du Soudan montrent des traces de vocabulaire ou de structures corporelles héritées du couchite, un témoignage silencieux de cette transmission culturelle. Les chercheurs en linguistique apprécient particulièrement cette dimension qui permet de retracer la mobilité des populations et les échanges culturels dans l'Antiquité. Ces éléments contribuent à une compréhension plus riche de l'identité africaine actuelle, renforçant le lien avec cet héritage oublié. La reconnaissance mondiale du royaume de Kouch s'accroît progressivement, notamment grâce aux travaux d'archéologues et d'historiens qui dévoilent peu à peu ses secrets. Des fouilles récentes en Nubie ont mis au jour des pyramides moins célèbres, mais tout aussi impressionnantes que celles d'Égypte, remettant en cause une vision souvent eurocentrée de l'histoire. Des expositions internationales contribuent à faire connaître cette civilisation et à intégrer son histoire dans le récit global, soulignant le rôle majeur que Kouch a joué dans l'Antiquité africaine. Cette valorisation internationale trouve également un écho dans les diasporas africaines à travers le monde. Les descendants de cette longue lignée embrassent avec fierté cet héritage, insérant le royaume de Kouch dans leur récit de racines et d'identité. Des mouvements culturels mettent en avant cette glorieuse histoire, faisant renaître la connaissance ancestrale et l'intégrant dans des projets éducatifs et artistiques contemporains. Ces gestes symboliques reconnectent les individus avec un passé souvent méconnu mais fondamental. Les vestiges matériels et immatériels du royaume couchite continuent de fasciner les chercheurs, mais aussi le grand public attiré par les histoires d'anciennes civilisations africaines. Cette curiosité renouvelée alimente des documentaires, des livres et des conférences qui s'efforcent d'offrir un panorama exhaustif et équilibré du rôle de Kouch. Ces initiatives participent à la construction d'un récit historique plus inclusif, valorisant les apports souvent négligés de l'Afrique noire dans l'histoire mondiale. Une quête pour réhabiliter et mieux comprendre ce riche héritage. Parmi les figures emblématiques de ce royaume, Taharqa, souverain couchite, est devenu un symbole de résistance et de grandeur. Sa mémoire est honorée dans les traditions orales et écrites, rappelant aux Africains d'aujourd'hui la puissance et la complexité de leurs ancêtres. L'évocation de son règne sert à illustrer une époque de prospérité et d'échanges intenses à travers la Méditerranée et au-delà, où Kouch occupait un rôle stratégique. La valorisation de ce personnage historique contribue à une meilleure conscience collective de l'identité africaine ancienne. Le patrimoine immatériel n'est pas en reste. Les rituels liés aux cycles agricoles et aux événements sociaux comportent des éléments qui ont leurs racines dans les pratiques couchites. Les contes, les chants et les danses traditionnelles intègrent parfois des symboles hérités, témoignant d'une continuité culturelle remarquable. Ainsi, au-delà des ruines et des artefacts, la présence de Kouch se manifeste dans la vie quotidienne de nombreuses communautés, offrant un sentiment d'appartenance fondé sur un passé partagé et une histoire commune. L'intégration progressive de la culture couchite dans les programmes éducatifs africains constitue une étape clé dans la transmission de cette connaissance. Des historiens et des pédagogues militent pour faire connaître cette histoire à la jeunesse, afin de lui offrir une représentation plus complète et valorisante de ses origines. Ce travail pédagogique vise à combattre les préjugés et à stimuler la fierté culturelle. Il nourrit une nouvelle génération consciente des racines profondes de son continent, prête à célébrer une histoire longtemps effacée. De plus, la technologie moderne permet aujourd'hui de mieux étudier et préserver le patrimoine de Kouch. Les initiatives de numérisation et les visites virtuelles offrent un accès élargi à ces trésors cachés, invitant un public international à découvrir cette civilisation. Cette démocratisation du savoir renforce la reconnaissance globale et facilite la recherche collaborative. À travers ces outils, le royaume de Kouch trouve une nouvelle place dans le monde, confirmant que son héritage est toujours vivant et pertinent. En somme, Kouch demeure un pilier fondamental pour comprendre l'évolution des civilisations africaines. Son influence s'entrelace avec celle d'autres cultures anciennes, formant un tissu complexe d'interactions. La redécouverte de cette civilisation
invite à repenser l'histoire africaine non comme une succession d'États isolés, mais comme un échange continu, riche en innovation et en humanité partagée. Cette perspective ouvre la voie à une meilleure appréciation du continent dans toute sa diversité et son ampleur historique. La transition vers les dynamiques plus récentes des royaumes africains nous offre ainsi un panorama complet et fascinant. Archéologie et découvertes récentes. Les fouilles archéologiques récentes dans la région de l'ancien royaume de Kouch offrent une source inestimable d'informations sur une civilisation souvent méconnue. Les découvertes réalisées ces 20 dernières années ont bouleversé les représentations traditionnelles de ce royaume situé au sud de l'Égypte, aujourd'hui principalement dans le Soudan moderne. Les sites comme Naga, El Kourou et Méroé ont livré un grand nombre d'objets qui témoignent du mode de vie des Kouzites. Une population puissante gouvernée par ce que l'on appelle parfois les rois noirs, en raison de leur origine nubienne. Ces objets, soigneusement fouillés par des équipes internationales, permettent d'appréhender les aspects sociaux, religieux et économiques de ce peuple. Parmi les vestiges mis au jour, les tombes royales d'El Kourou sont particulièrement riches en informations. L'organisation funéraire et la qualité des sépultures illustrent une culture ayant développé des rituels complexes et un fort respect envers les défunts. Les fouilles ont permis de retrouver de nombreux objets de valeur, tels que des bijoux en or, des céramiques décorées et des armes en bronze. Ces éléments montrent le niveau technologique avancé des Kouzites, qui maîtrisaient des savoir-faire métallurgiques précis. Par ailleurs, les inscriptions trouvées sur certains artefacts apportent des données historiques précieuses, comme les noms des souverains et les liens diplomatiques avec l'Égypte et les civilisations voisines. Les recherches récentes sur le site de Méroé ont mis en lumière une activité artisanale intense. Cette ancienne capitale se distingue par ses ateliers de fer, ce qui démontre l'importance de cette ressource dans la région. Les fourneaux et les outils retrouvés témoignent d'une industrie sidérurgique très développée et spécialisée. En parallèle, les fouilles ont révélé des maisons en briques de terre séchées, avec des éléments décoratifs peints, attestant d'un certain confort quotidien et d'une organisation urbaine. Ces données permettent d'imaginer une société complexe et hiérarchisée, avec une économie diversifiée soutenue par des échanges commerciaux. Les poteries sont une autre source précieuse d'informations. Leur style, leur forme et leur usage varient selon les époques et les fonctions. Les archéologues ont pu distinguer plusieurs phases dans le développement de la céramique kouchite, chacune témoignant des influences extérieures comme des traditions locales. Certains morceaux suggèrent un commerce avec la Méditerranée et la côte orientale de l'Afrique, confirmant que le royaume de Kouch n'était pas isolé. Par ailleurs, la découverte de restes alimentaires et de graines dans ces poteries nourrit les études sur l'alimentation et l'agriculture de l'époque, permettant de mieux comprendre les ressources exploitées. Parmi les trouvailles les plus impressionnantes figurent les statues et les stèles portant des inscriptions en écriture méroïtique et égyptienne. Ces documents gravés sur pierre sont essentiels pour retracer l'histoire de la royauté et les croyances religieuses. Par exemple, certaines stèles évoquent les contacts entre les rois noirs et les pharaons d'Égypte, rappelant que Kouch fut tour à tour allié et rival. Les images sculptées révèlent aussi des divinités locales, souvent représentées en association avec celles du panthéon égyptien, illustrant un syncrétisme religieux fascinant. Ces objets contribuent à démontrer le rôle central du royaume kouchité dans la région pendant plusieurs siècles. Les inscriptions datées des premiers siècles avant notre ère précisent que Kouch développait un système administratif sophistiqué. Certains papyrus et ostracas trouvés dans les décharges de Méroé fournissent des comptes rendus sur la collecte des impôts, la gestion des terres et la distribution des ressources. Ce matériel écrit, bien conservé grâce au climat sec, est une ressource précieuse pour reconstituer le fonctionnement interne du royaume. Les recherches soulignent aussi la place importante accordée aux scribes, garants de la mémoire et de l'organisation politique. Les restes humains exhumés au cours des fouilles ont fait l'objet d'analyses anthropologiques approfondies. Ces études montrent une population relativement homogène sur le plan génétique, avec quelques échanges limités avec les populations voisines. Plus encore, l'examen des sépultures révèle des différences sociales marquées, indiquant une hiérarchie bien établie. Les tombes des élites sont souvent plus riches et bien conservées, avec des objets précieux, alors que les inhumations simples reflètent un statut modeste. Ces données renforcent l'idée d'une société structurée,
où règles et traditions régissaient la vie des Kouzites. L'étude des textiles découverts apporte également un éclairage sur le savoir-faire des artisans. Les fragments conservés présentent des motifs complexes, réalisés à la main avec des techniques de tissage avancées. Ces pièces témoignent de la richesse culturelle et esthétique du royaume, mais aussi des échanges commerciaux pour obtenir les matières premières nécessaires. Par ailleurs, les vêtements de certains personnages représentés dans les fresques illustrent la diversité des statuts sociaux et les différences liées à la fonction au sein de la société. Les analyses environnementales menées autour des sites archéologiques ont mis en évidence un paysage transformé par l'activité humaine. Les études paléobotaniques montrent que les Koussites pratiquaient une agriculture variée, cultivant le mil, le sorgho et d'autres céréales adaptées au climat semi-aride. L'irrigation était maîtrisée grâce à un réseau ingénieux de canaux et de retenues d'eau. Ces techniques agricoles assurèrent l'autosuffisance alimentaire et soutinrent la croissance démographique. Les preuves d'élevage du bétail ajoutent à la compréhension complète du mode de vie économique. Ces découvertes récentes révèlent un royaume remarquablement dynamique, capable de synthétiser des influences extérieures, tout en développant une identité propre. L'approche scientifique rigoureuse des archéologues modernes utilise désormais aussi la photographie aérienne, la prospection géophysique et les analyses chimiques pour compléter les données plus traditionnelles. Ces méthodes innovantes permettent de localiser de nouveaux sites et d'appréhender l'organisation spatiale des villes anciennes. De surcroît, la conservation des objets découverts dans les musées engage une réflexion sur la valorisation et la protection de ce patrimoine fragile. La cartographie du territoire ancien a ainsi été précisée au fil des années, montrant non seulement l'étendue géographique du royaume, mais aussi son rôle stratégique entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Par cette position, Kouch contrôlait les routes commerciales importantes, échangeant or, ivoire, peaux précieuses et esclaves. Ces flux économiques renforcèrent dans son influence et alimentaient un réseau d'alliances politiques, désormais mieux décrites grâce aux inscriptions retrouvées. Les équipes de terrain multiplient les campagnes de fouilles pour prolonger cette découverte historique incontournable. Le regard nouveau porté sur le royaume de Kouch oblige à réévaluer les récits historiques traditionnels. Longtemps marginalisés, les Kouzites apparaissent aujourd'hui comme des acteurs majeurs de l'histoire de l'Afrique ancienne. Les nombreuses publications scientifiques issues de ces recherches permettent d'approcher une réalité complexe faite de métissage culturel, de puissance militaire et de richesse artistique. Cette nouvelle image modifie non seulement la perception du passé, mais invite aussi à valoriser cette culture parlante et vivante. À mesure que les sites archéologiques livrent leurs secrets, une meilleure compréhension des habitudes quotidiennes se dévoile. Les objets sexuels, les ustensiles domestiques et les bijoux trouvés dans des contextes variés reflètent une vie privée, simple mais structurée. Les études interdisciplinaires mêlent archéologie, histoire, anthropologie et linguistique pour reconstruire un tableau global fidèle. Cette démarche ouvre la voie à une vision humanisée du royaume, loin des clichés et des représentations simplifiées. Les avancées technologiques en datation ont confirmé que la prospérité de Kouch s'étend du premier millénaire avant notre ère jusqu'au IVe siècle de notre ère. Cette longévité démontre une adaptabilité remarquable face aux changements climatiques, politiques et économiques. Les chercheurs tentent aujourd'hui de comprendre les raisons de la fin progressive de ce royaume, en examinant les interactions avec l'Empire romain et les pressions des groupes nomades. Ces analyses soulignent aussi l'impact des transformations environnementales sur la disparition des centres urbains. L'ensemble des trouvailles archéologiques met en lumière des pratiques religieuses spécifiques. Le culte du dieu Amon, importé d'Égypte, a été largement adopté et adapté par les Kouzites. De nombreux temples ont été fouillés, révélant des inscriptions rituelles et des offrandes votives. Des objets en or et en faïence attestent des cérémonies fastueuses et d'une élite investie dans la dimension sacrée. Cette spiritualité participe à définir l'identité du royaume, liant les morts et les vivants dans une continuité historique forte. Parmi les personnalités découvertes figurent des souverains comme Taharqa, dont le règne est désormais mieux documenté. Son nom apparaît sur des stèles, confirmant ses ambitions militaires et religieuses. Agenouillés dans un temple, ces sujets témoignent de la puissance impériale et d'une société organisée autour de la figure royale.
Sa capitale, Méroé, demeure un symbole de rayonnement culturel et politique, résumant l'histoire parfois méconnue de ce peuple africain. Ces personnages historiques donnent chair à une histoire immobile depuis trop longtemps figée uniquement par des sources égyptiennes. Les fouilles les plus récentes dans la nécropole d'El Kourou ont permis la découverte de 9 pyramides, chacune associée à un roi ou une reine couchitée. Ces monuments, plus petits que leurs homologues égyptiennes, traduisent un syncrétisme architectural unique, combinant influences pharaoniques et caractères de locaux. Leurs murs étaient ornés de fresques et d'inscriptions narratives, représentant des exploits ou des scènes rituelles. Ces éléments contribuent à une meilleure connaissance des croyances et des pratiques funéraires, enrichissant l'image d'une civilisation sophistiquée, oublieuse de nombreux mythes populaires. L'importance accordée à l'artisanat d'orfèvrerie se confirme avec la découverte de nombreux ateliers spécialisés. Les techniques de fabrication du cuivre et de l'or s'avèrent particulièrement avancées. Des moules, des lingots et des outils spécifiques ont été retrouvés, attestant une production locale d'objets précieux. De plus, certains bijoux importés indiquent un commerce lointain avec l'Inde et la Méditerranée. Ce réseau commercial riche illustre la position stratégique du royaume de Kouch et son intégration dans un monde interconnecté dès l'Antiquité. La logique économique dessert également la structure politique du royaume. Le système de gestion des terres et des ressources tolère un équilibre entre le pouvoir central et les autorités locales, probablement constituées de chefs tribaux ou de prêtres. Cette organisation décentralisée favorise la durabilité de Kouch, malgré des périodes de conflit ou de pression extérieure. Les inscriptions officielles permettent de reconstituer les grandes étapes administratives, démontrant des institutions administratives à la fois souples et efficaces dans un contexte africain ancien, souvent peu documenté. Dans ces dernières années, des fouilles sous-marines ont également été réalisées le long du Nil, révélant des épaves chargées de marchandises, confirmant par des preuves matérielles les échanges fluviaux. L'étude de ces sites aquatiques complète la cartographie commerciale fluviale, essentielle dans le développement économique du royaume. Le fleuve servait non seulement de voie de communication, mais aussi de lien culturel entre différentes populations. Comprendre ce rôle est crucial pour évaluer l'impact global de Kouch dans l'histoire régionale. Au fil de ces découvertes, la redécouverte de cette culture parfois oubliée revêt une importance majeure. Elle contribue à revaloriser un pan essentiel de l'histoire africaine, souvent occulté par un regard eurocentrique. Les études scientifiques récentes réinscrivent ce royaume dans une histoire globale et complexe. Ce cheminement vers la connaissance s'appuie sur la capacité des archéologues à confronter les sources multiples, dessinant l'étoffe d'une civilisation riche et attachante. Ainsi, chaque nouvelle campagne de fouilles ajoute son grain de sable à la compréhension du passé. Enfin, l'ensemble de ces travaux nourrit un dialogue entre chercheurs, historiens et communautés locales. Le rôle des institutions nationales soudanaises et internationales est primordial pour la préservation et la valorisation de ce patrimoine. Des initiatives éducatives visent à faire connaître cette histoire au plus grand nombre en s'appuyant sur des expositions, des publications et des ressources numériques. Ce processus de transmission contribue à consolider l'identité culturelle contemporaine et à redonner aux Kouchites modernes une mémoire affirmée face aux défis du temps. Alors que ces multiples preuves tangibles viennent enrichir notre savoir historique, le récit du royaume de Kouch entre dans une nouvelle phase d'étude et de diffusion. La prochaine étape invitera à explorer plus en détail les usages sociaux et symboliques de ces objets dans la vie quotidienne, poursuivant ainsi cette exploration passionnante d'un passé longtemps voilé. Conclusion sur la place de Kouch dans l'histoire mondiale. Il convient de commencer par reconnaître que le royaume de Kouch occupe une place remarquable dans l'histoire mondiale, même si cette reconnaissance fut longtemps occultée par un manque de documentation et d'attention coloniale ou eurocentrique. Kouch, fondée à l'époque où d'autres civilisations antiques se développaient sur différents continents, a prospéré dans la région que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Soudan et nord-est du Soudan. Ses habitants, appelés les Kouchites, ont établi un riche réseau culturel et politique dont l'influence s'est étendue bien au-delà des rives du Nil. Ce royaume, notamment entre la moitié du second millénaire avant notre ère et le début de l'ère commune, s'est illustré par une continuité remarquable dans la gestion de son territoire et la construction d'une identité cohérente.
L'un des aspects centraux de Kouch réside dans son organisation sociale et politique. Contrairement à ce que pourraient suggérer certaines idées reçues, Kouch développait un système monarchique sophistiqué où le pouvoir royal combinait à la fois les prérogatives militaires, religieuses et administratives. La figure du pharaon noir symbolisait cette union des fonctions dans un personnage unique, une tradition qui, pour le royaume de Kouch, revêtait une dimension spéciale, car elle fédérait un peuple lié par la foi en des divinités locales et dans le culte des ancêtres. Ces souverains n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des guides spirituels et des bâtisseurs d'infrastructures qui ont façonné les paysages autour du Nil avec des pyramides, des temples et des villes fortifiées. L'art et la culture couchite révèlent un mélange fascinant d'influences égyptiennes et africaines, témoignant ainsi d'une interaction constante avec les voisins tout en cultivant des expressions originales. Les sculptures, les poteries et les inscriptions mises au jour permettent d'entrevoir une société qui valorisait aussi bien la représentation symbolique que l'utilité quotidienne. Par exemple, les pyramides de Méroé, bien que moins connues que celles d'Égypte, présentent une architecture unique et des hiéroglyphes qui témoignent d'une évolution scripturale propre au royaume. Cette écriture méroïtique, apparue vers la moitié du premier millénaire avant notre ère, reste encore partiellement déchiffrée aujourd'hui, ce qui entretient le mystère et attire la curiosité des chercheurs. Dans le domaine économique, Kouch se distinguait par sa richesse en ressources naturelles et par son commerce dynamique. Le royaume contrôlait d'importantes routes caravanières reliant l'Afrique subsaharienne à la Méditerranée, facilitant l'échange d'or, d'ébène, d'ivoire et d'autres marchandises précieuses. Ces échanges ont non seulement enrichi les élites couchites, mais aussi favorisé les contacts entre diverses cultures, contribuant à la diffusion technologique et des idées. Les fouilles archéologiques ont prouvé que Kouch possédait aussi une agriculture avancée, capable de soutenir une population dense grâce à l'irrigation des terres le long du Nil. Une prouesse qui demande une organisation sociale importante. L'histoire de Kouch comporte également des épisodes de confrontation avec les puissances voisines, notamment l'Égypte et plus tard l'Empire romain. Ces conflits, souvent marqués par des luttes pour le contrôle des ressources et des territoires stratégiques, n'empêchèrent pas l'existence d'échanges culturels significatifs. En effet, certains rois couchites furent même couronnés pharaons en Égypte, illustrant une période de domination et de symbiose unique entre ces deux civilisations. Cette appropriation du titre de pharaon mit en lumière la dimension internationale du pouvoir couchite et sa capacité à influencer durablement une région cruciale du monde antique. Sur le plan religieux, les croyances couchitées se caractérisaient par un syncrétisme subtil mêlant des éléments égyptiens avec des cultes originaux. Le dieu Aymon, adopté de l'Égypte, occupait une place centrale, mais était souvent représenté à travers des formes et des rites adaptés localement. Cette réinterprétation des symboles religieux servait à renforcer l'identité du royaume et à légitimer les souverains à travers leur rôle de médiateur entre les hommes et les dieux. Les prêtres jouaient un rôle fondamental dans cette société, assurant la continuité des traditions et la stabilité de l'ordre social. Les découvertes récentes dans des sites comme Napata et Méroé ont permis une meilleure compréhension des aspects quotidiens de la vie couchite. Par exemple, les vestiges de maisons et d'objets domestiques montrent que les habitants jouissaient d'un niveau de vie relativement confortable, avec des savoir-faire artisanaux diversifiés comme la métallurgie du fer et la poterie fine. Cette prospérité matérielle va de pair avec une vie sociale dynamique, où les échanges familiaux, commerciaux et cultuels structuraient les communautés de manière harmonieuse. Toutefois, malgré son importance historique, Kouch reste une civilisation largement méconnue ou sous-estimée dans les récits classiques sur l'Antiquité. Ce silence relatif s'explique par plusieurs facteurs, tels que la rareté des sources écrites, la disparition progressive de cette culture face aux pressions externes et les orientations historiographiques dominantes focalisées sur les civilisations méditerranéennes. Pourtant, la redécouverte et l'étude approfondie de Kouch apportent aujourd'hui un éclairage essentiel sur la diversité et la complexité des civilisations africaines antiques. Il est donc indispensable de réévaluer la place de Kouch dans les histoires globales pour reconnaître sa contribution cruciale au développement social, politique et culturel de l'humanité. Ce royaume ne se limite pas à un simple rôle périphérique. Il illustre au contraire comment des peuples africains ont créé des structures étatiques sophistiquées,
innové dans les domaines artistiques et techniques et entretenu un dialogue interculturel enrichissant. Ainsi, l'étude de Kush participe à la construction d'une histoire universelle plus inclusive et équilibrée. Un regard attentif sur la trajectoire de Kush invite à considérer la richesse des échanges anciens entre Afrique, Méditerranée et au-delà, soulignant que l'histoire mondiale est traversée de connexions multiples souvent ignorées. L'importance d'un tel royaume prouve que l'évolution des sociétés humaines ne s'est pas déroulée en silos isolés, mais par un enchevêtrement continu d'influences réciproques. Cette vérité historique ouvre aussi des perspectives nouvelles sur les héritages culturels et identitaires actuels dans les régions concernées. À travers cette exploration, il apparaît clairement que Kush vaut davantage que son rôle dans la simple narration des empires passés. Ses réalisations témoignent d'une civilisation ingénieuse, défendant ses valeurs et son territoire avec ténacité, et qui a su se positionner durablement au cœur d'un réseau complexe transverse d'échanges et d'influences. Comprendre cette montée et cette chute de Kush est donc essentiel à toute compréhension complète des mouvements sociaux et politiques de l'Antiquité africaine. L'héritage de Kush invite inévitablement à une réflexion sur la manière dont les histoires sont écrites et transmises. Il souligne que la reconnaissance des civilisations oubliées ou marginalisées permet de mieux interroger nos propres récits présents et d'ouvrir la voie à une meilleure compréhension interculturelle. Ce regard historianisant nous rappelle que les civilisations africaines sont une composante majeure de la richesse globale de l'expérience humaine, au même titre que leurs concurrentes plus souvent célébrées. En somme, Kush démontre la complexité et la diversité des trajectoires humaines à travers le temps. Il nous encourage à dépasser les cadres traditionnels d'analyse pour intégrer pleinement ces histoires multiples qui, ensemble, forment l'héritage commun de l'humanité. Cette reconnaissance accrue contribue à redessiner un panorama historique plus juste et soutient le dialogue qui unit les peuples à travers leurs racines anciennes. Avec cette compréhension renouvelée de Kush, nous sommes prêts à entamer l'étude des influences plus contemporaines qui ont façonné les perceptions modernes de cette civilisation. Passons donc maintenant à l'analyse des représentations actuelles de Kush dans l'art et la mémoire collectif, pour mieux cerner la continuité entre passé et présent.